Reprenons donc dans cette nouvelle séquence le modèle linéaire obtenu lors de la dernière séquence correspondant à la modélisation du cas de la menuiserie mobilière, modèle qu'on a appelé donc programme linéaire et qui consiste en une maximisation d'une fonction économique grand Z qui est égale à 7T plus 5C. Je rappelle, T, c'est la quantité de tables à fabriquer et C, c'est la quantité de chaises à fabriquer, sous un ensemble de contraintes qui s'expriment toutes ici sous forme d'une équation linéaire. Donc, nous arrivons à l'étape de résolution. Comment déterminer les quantités optimales, grand T et grand C, de telle façon à ce que la valeur de Z soit maximale. Pour résoudre les programmes linéaires, on dispose d'un ensemble de techniques développées depuis, comme je l'ai dit précédemment, les travaux de Kantorovich, de Danzig, etc., etc. Mais pour ce cas simple, nous allons procéder par une technique graphique ou géométrique. Mais avant ça, je vais quand même rappeler quelques résultats théoriques qui sont à la base de ces techniques de résolution et que je vais énoncer sous forme de théorèmes mathématiques. Le premier théorème nous dit que les valeurs d'une fonction linéaire de deux variables, x, y, une fonction linéaire de deux variables, peut s'exprimer sous la forme de ax plus by où a et b sont des constantes réelles. Alors les valeurs de toute fonction de ce type le long d'un segment de droite, on démontre qu'elles sont toujours comprises entre les valeurs des extrémités, sauf cas particulier où la fonction est constante sur tout le segment, et dans ce cas-là, évidemment, quel que soit le point de le segment, la valeur sera toujours la même. Voilà un segment AB. Donc, que dit ce théorème? Dit que si je prends n'importe quel point M du segment AB, la valeur de f de la fonction linéaire au point M, f de M, sera toujours comprise entre f de A et f de B. Sauf si f est constante sur AB, dans ce cas-là, quel que soit M appartenant au segment AB, la valeur de f de M sera toujours égale à la valeur de f de A et à la valeur de f de B. Donc, c'est une fonction dans ce cas-là constante. Voilà un résultat intéressant qui va nous permettre d'énoncer un autre théorème concernant l'optimisation d'une fonction linéaire, mais toujours sur un segment de droite. Je vais l'énoncer sous forme d'un deuxième théorème, et en particulier pour le cas de maximisation. Donc ce théorème dit que la valeur maximum d'une fonction linéaire toujours de type ax plus by sur un segment est atteinte à une extrémité du segment. Et par conséquent, la valeur minimum est à l'autre extrémité. Et ça, on peut dire qu'il s'agit tout simplement d'un corollaire du premier théorème, puisqu'on a dit que quel que soit m du segment AB, f de m est toujours comprise entre les extrémités, f de A et f de B. Donc forcément, si le maximum est atteint en A, le minimum il est forcément en B. Et inversement, si le maximum est en B, le minimum est forcément en A. Voilà un résultat assez fort. Donc, sur un segment de droite, l'optimum, il est toujours sur les extrémités du segment et non pas à l'intérieur du segment. Donc, ce théorème, on va encore le généraliser toujours à deux dimensions, mais pas seulement au niveau d'un segment, mais au niveau d'un domaine. Un domaine qu'on va appeler un polygone, donc de l'espace géométrique à deux dimensions. Ça sera donc notre troisième théorème. Que dit ce théorème? La valeur maximum toujours
d'une fonction linéaire à deux variables de type f de xy, par exemple, égale à ax plus by, sur un polygone convexe est atteinte en un sommet de ce polygone et sa valeur minimum est obtenue en un autre sommet. Alors, d'abord, revenons un peu sur ces notions de polygone et de polygone convexe, la notion de convexité en mathématiques. Un polygone, c'est tout simplement un domaine de l'espace à deux dimensions qui est délimité par un certain nombre de segments. Alors, voilà un exemple de domaine ou de polygone convexe. Le polygone A, B, C, D et E. Et voilà un autre exemple de polygone, mais de polygone non convexe. Alors, pour définir cette notion de convexité tout simplement, et je dirais de manière géométrique, on peut dire qu'un polygone est convexe si, si on prend deux points quelconques du domaine, le segment entre les deux points fait toujours partie du domaine ou du polygone. Donc là, si vous prenez deux points quelconques, si vous tracez le segment qui relie ces deux points, vous restez toujours dans le polygone. Sinon, si on sort du polygone, on est forcément dans le cas d'un polygone non convexe. Et là, il suffit de prendre par exemple un point ici, un point là. Donc, vous voyez bien que si je trace le segment qui relie ces deux points, vous voyez que je sors du polygone. Donc, la notion de convexité est importante ici, parce que c'est ce qui va, en quelque sorte, garantir l'existence de l'optimum, ici un maximum et un maximum global. Donc, au niveau d'un polygone convexe, le théorème nous dit que le maximum, voire même le minimum, ne peut pas se trouver à l'intérieur, il ne peut pas se trouver sur les segments. Il se trouve forcément sur ce qu'on appelle les sommets ou les arêtes du polygone. Par exemple, si j'optimise une fonction f de xy sur ce domaine, ce théorème me garantit que l'optimum il est soit en A, soit en B, soit en C, soit en D, soit en E. Impossible qu'il soit à l'intérieur et impossible qu'il soit sur la frontière. Et pourquoi polygone convexe? Parce que le domaine des solutions qu'on va appeler de solutions réalisables ou admissibles pour un programme linéaire est toujours un polygone convexe, dans le cas bien sûr à deux variables. Et donc vous voyez bien que ce théorème va nous permettre de déterminer la solution optimale. Il va en quelque sorte nous épargner de voir toutes les solutions par exemple à l'intérieur du polygone et de voir toutes les solutions qui sont sur les segments. Par contre, on doit s'intéresser qu'aux sommets, aux arêtes du polygone et des sommets et des arêtes qui sont en un nombre fini. On démontre qu'ils sont toujours en un nombre fini. Voilà donc le théorème qu'on va utiliser pour résoudre tout à l'heure notre petit programme linéaire. Alors ce théorème peut être aussi généralisé à plusieurs variables. La notion de polygone va se traduire par un autre vocable qu'on appelle polyèdre, mais c'est exactement le même théorème. La valeur maximum d'une fonction linéaire à n variables sur un polyèdre convexe. Donc polygone, on a dit que c'est tout simplement un domaine délimité par des segments de droite. Un polyèdre, donc là il faut se mettre dans l'espace à une dimension, et donc ça sera un domaine qui sera lui-même délimité. On ne va pas parler de segments ici, mais on va parler peut-être de ce qu'on appelle des hyperplans, et un polyèdre qui doit être convexe. Donc, la valeur maximum sur un polyèdre convexe est toujours atteinte en un sommet de ce polyèdre, et la même chose, sa valeur minimum peut être obtenue en un autre sommet. Donc voilà le théorème qui est utilisé à la base, je dirais, des techniques de résolution, en particulier de la technique de Dantzig, la technique du simplex qu'on développera plus tard. Maintenant, revenons à notre
petit exemple à 2 dimensions. La résolution graphique elle-même va consister à, va consister en 2 étapes. La première étape, c'est une étape d'abord de représentation de contraintes, au sens, c'est-à-dire qu'on va résoudre le système des contraintes. Comme vous l'avez vu, c'était un système d'inéquations linéaires et on sait résoudre ça à 2 dimensions au niveau du plan géométrique. Alors, le domaine qu'on va obtenir, le domaine solution, s'il existe, hein, il se peut qu'on tombe sur des domaines des fois vides, c'est rare. Donc, ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle le domaine des solutions admissibles. Il y en a qui parlent aussi des solutions réalisables. Donc, qu'est-ce que j'appelle une solution admissible ou réalisable? C'est une solution qui vérifie toutes les contraintes, mais qui n'est pas pour autant optimale. Donc, la première étape, d'abord, on délimite le domaine des solutions. Et dans une deuxième étape, c'est l'étape du calcul de la solution optimale, ce que j'appelle l'optimum. Donc, à partir de ce domaine, on doit dégager la solution optimale en utilisant justement le fameux théorème 3 qu'on a énoncé précédemment. Donc, la résolution géométrique du système de contraintes. Donc, reprenons notre système du modèle précédent. Donc, il s'agit donc de résoudre ce système, mais attention, c'est un système d'inéquation, ce n'est pas un système d'équation. Donc, comment résoudre un système d'inéquation? Je suis sûr que vous avez étudié ça dans les classes antérieures. Comment résoudre une inéquation, géométriquement parlant. Comme on a un système, donc il s'agit tout simplement de résoudre toutes les inéquations et de déterminer l'intersection des domaines solutions des différentes inéquations. Alors, pour résoudre une inéquation, il s'agit tout simplement d'abord de passer en équation. Et en transformant ces inéquations en équations, géométriquement toujours parlant, on tombera sur ce qu'on appelle des équations de droite. Donc, 4t plus 3c égale 240, 2t plus c égale 100 et c égale à 60. Donc, pour résoudre l'inéquation, on doit d'abord tracer chaque droite. Et quand vous tracez une droite au niveau du plan, la droite, qu'est-ce qu'il fait? Il va couper le plan en 2 demi-plans. Et forcément, l'un des demi-plans est la solution de votre inéquation. Pour tracer une droite, je rappelle des souvenirs. Le moyen le plus court, c'est de déterminer les points intersection avec les axes, l'axe horizontal, l'axe vertical. Par exemple, 4t plus 3c égale 240, on met c égale à 0, on détermine t, 60, et on met t égale à 0, on détermine c, 0,80. Donc cette droite, elle va passer par ces 2 points. La même chose pour 2t plus c, il passera par les points 50, 0 et 0, 100. Et là, vous avez une droite, c égale 60. Donc, si C, c'est l'axe horizontal, donc la droite C égale à 60, ce sera aussi une droite horizontale. Donc, graphiquement parlant, on trace donc les différentes droites. Voilà donc la première droite qui est 4t plus 3c égale à 240. Donc, je trace ma droite qui passe par les points 60, 0 et 0, 80. Et je joins donc les 2 points. Alors attention, je rappelle une chose, c'est que les variables C et T sont positives, c'est-à-dire que la résolution va se passer dans ce cadran, le cadran des positifs, des points à coordonnées positives. Et donc, comme l'inéquation c'est 4T plus 3C inférieur ou égal à 240, donc là vous voyez qu'on a assuré juste ce triangle, la partie qui est au-dessous de la droite. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est inférieur ou égal que c'est toujours au-dessous. L'un des, l'une des astuces pour savoir lequel des 2 demi-plans est le bon, laquelle des régions, est-ce que c'est la région au-dessus ou au-dessous, il suffit de voir est-ce que l'origine vérifie votre contrainte. Par exemple, 4t plus 3c inférieur ou égal à 240, si j'emplace t et c par 0, donc les coordonnées de l'origine, j'obtiens 0 inférieur ou égal à 240. Donc 0 inférieur ou égal à 240, c'est logique, hein, c'est vrai. Et donc, la zone solution, ça sera la zone qui contient l'origine. Donc, c'est pourquoi on va prendre la zone qui est au-dessous de la droite. Sinon, on prendra la zone qui est au-dessus. Donc, voilà un moyen qui est sûr, qui vous permet de dégager le bon demi-plan solution de votre inéquation. Alors, maintenant, on va tracer
la deuxième droite correspondant à la deuxième contrainte, 2t plus c égale à 100. Donc cette droite, elle passe par le point 0 et le point 0, 100. Donc la même chose, je trace la droite et vous voyez là que la même chose, on va assurer toute la partie qui est au-dessus et on va retenir l'intersection avec la droite qui est en bleu. Donc c'est pourquoi, vous voyez, là j'ai délimité avec la droite qui est en rouge. Donc voilà le domaine solution si je n'avais que ces deux contraintes. La dernière contrainte, comme j'ai dit, c'est une droite qui est horizontale. C'est la droite C égale à 60, c'est-à-dire l'ensemble des points à ordonnée toujours égale à 60. Et là, la même chose, vous voyez, on arrête à ce niveau-là parce qu'il faut que C soit inférieur ou égal à 60. Donc l'intersection des trois domaines solutions correspondant aux trois inéquations de mon système se résume à cette partie que j'ai délimitée, que j'ai assurée en verticale par ces traits. C'est très simple, c'est très fin. Voilà, donc vous voyez, on obtient finalement un domaine, ce qu'on appelle un polygone, et un polygone qui est forcément convexe. C'est le polygone qui va de l'origine O, A, B, C et D. Donc, à ce niveau-là, on aura terminé la première partie de la résolution qui consiste à dégager la zone ou la région admissible ou la région des solutions réalisables. On parle aussi des solutions faisables. Donc, tout point de ce domaine est une solution qui vérifie toutes les contraintes du modèle. Maintenant, la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de déterminer rapidement la solution optimale. Donc, c'est là où intervient, j'allais dire, les mathématiques, puisqu'on va utiliser le théorème 3. Je suis en train de maximiser la fonction objectif 7t plus 5c, qui est une fonction linéaire à deux variables, sur un polygone convexe. Et donc, que dit le théorème 3? Il me dit que la solution optimale, elle est forcément sur les sommets de mon polygone O, A, B, C et D. Donc, une technique de résolution qui est simple dans ce cas-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de sommets, etc., c'est la méthode dite d'énumération ou de recensement de sommets. Alors, cette technique consiste d'abord à déterminer les coordonnées de chaque sommet. Donc, on énumère tous les sommets du polygone et on calcule leurs coordonnées. Ensuite, on va substituer dans la fonction économique les valeurs des coordonnées des différents sommets. Et puisque je suis dans le cas de maximisation, la plus grande valeur obtenue sera le maximum recherché. Et le point en lequel cette valeur est maximale, c'est le point correspondant à la solution optimale. Donc dans notre cas, bien sûr, si je cherche le minimum, ça sera la plus petite valeur qui sera évidemment retenue et le point correspondant. Donc dans notre cas, le polygone des solutions qui est convexe, c'est le polygone OABCD. Et ce polygone, évidemment, il contient toutes les solutions possibles. Donc, on va calculer les coordonnées des différents sommets ou arêtes du polygone, c'est-à-dire les points O, A, B, C et D. Et pour déterminer les coordonnées des points, sachant qu'un point est forcément général rencontre de deux droites, en général, on aura à faire tout simplement la résolution du système linéaire à deux variables qui sont des systèmes simples et pour lesquels vous avez appris il y a fort longtemps la technique de résolution. Donc, voilà ce qu'on obtient après résolution donc, de ces différents systèmes. Bon, pour l'origine, c'est trivial et ce n'est pas du tout intéressant parce que la valeur de l'objectif est toujours égale à 0. Pour le point A, qui est un point sur l'axe des ordonnées de coordonnées 0,60, la valeur de l'objectif associé, c'est 300. Le point B qui est la rencontre de deux droites, donc en pré-résolution on obtient 15 et 60, ça donne 405. Le point C lui-même, rappelez-vous, c'est la rencontre entre la droite bleue et la droite rouge, donc de coordonnées 30, 40, on obtient 410. Et enfin le point D qui est sur l'axe horizontal de coordonnées 50, 0, ça donne la valeur 350 pour la fonction économique grand Z. Donc, nous sommes dans un cas de maximisation. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la valeur
la plus grande valeur de Z, vous remarquez bien que la plus grande valeur est obtenue au point C et qui est égale à 410. Donc on dit que la solution optimale, c'est la solution associée à ce point de coordonnées 30, 40. Alors, si je reviens sur le graphe, vous voyez, c'est ce point-là. C'est le point C coordonné de la droite de t plus c égale à 100. D'accord, la deuxième contrainte, et de la droite en bleu qui correspond 4t plus 3c égale 250, qui est associé évidemment à la première contrainte. Donc, c'est au point C que la fonction économique réalise, je dirais, la plus grande valeur, la valeur maximale. Alors, le point C étant les coordonnées, plutôt étant à la rencontre des deux droites, 2t plus c égale à 100 et 4t plus 3c égale à 240, donc on dit que ce point C sature les contraintes correspondant à ces deux droites. C'est-à-dire qu'en substituant les coordonnées du point C dans les contraintes, on tombe sur une égalité parfaite. C'est-à-dire on va remplacer t par 30 et c par 40, on obtient forcément 100 pour cette contrainte et on obtient forcément 240 pour cette deuxième contrainte. On dit dans ce cas-là que les contraintes sont saturées par l'optimum qui est ici le point C. Si on tombe sur une inégalité stricte, là on dira que la contrainte n'est pas saturée par la solution optimale. Donc, le sommet C qui est de coordonnées 30-40, c'est ce sommet-là qui réalise le profil le plus élevé parmi les différents autres sommets et donc correspond à l'optimum ou à la valeur optimale qu'on recherche. Donc, pour revenir à notre cas, on va interpréter justement cette solution en disant que l'entreprise Mobilia a intérêt à fabriquer 30 tables et 40 chaises s'il veut réaliser le profit maximum qui est de 410 dirhams. Il n'y a pas de solution plus optimale, j'allais dire, que cette solution-là, solution correspondant donc au plan de production, 30 tables et 40 chaises. Voilà donc pour la résolution du modèle linéaire, du programme linéaire à deux variables, technique de résolution géométrique purement graphique et qui utilise des notions basiques, la résolution des inéquations et des systèmes d'inéquations et évidemment le calcul des coordonnées de points au niveau d'un plan géométrique, au niveau du plan, donc du plan géométrique. Bon, on va passer maintenant au cas de minimisation. On va aussi utiliser un cas plus ou moins concret, mais bien sûr schématique, très réduit. Et on va voir évidemment comment modéliser la situation et comment aussi procéder à sa résolution, toujours en utilisant la méthode graphique. Alors, il s'agit de la société d'Indino, qui est spécialisée dans l'élevage de la volaille, en particulier la dinde et le dindon. Alors, pour nourrir évidemment cette volaille, un mélange de deux types d'aliments A, B a été jugé nécessaire. Chaque type d'aliment contient dans des proportions variées une partie, voire la totalité des ingrédients nécessaires à l'engraissement donc des dindes, en particulier les protéines, les vitamines et le fer. Alors, on a noté que chaque kilogramme de type A contient 5 unités de protéines, 4 unités de vitamines et une demi-unité de fer, et chaque kilogramme de type B contient 10 unités de protéines, 3 unités de vitamines et pas de fer du tout. Alors, en termes de coût, donc 1 kg de type A revient à 2 dirhams et 1 kg de type B à 3 dirhams. On va résumer donc toutes les données sous forme d'un tableau. Voilà. Donc, les ingrédients nécessaires, protéines, vitamines, fer, les deux types d'aliments qu'on va acheter au niveau du marché et qui contiennent justement ces unités en proportions variées. Et d'autre part, nous avons les besoins mensuels minimum par dindon ou dinde. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une nourriture, je dirais, correcte, il faut au moins 90 unités de protéines, 48 unités de vitamines et 1,5 unités de fer. D'autre part, nous résumons aussi le coût par kilogramme de type d'aliment, 2 dirhams pour chaque kilo de A et
et 3 dirhams pour chaque kilogramme de type B. Alors le problème qui se pose aux propriétaires de cette société, c'est justement de déterminer ce qu'on appelle un programme d'alimentation de coût minimal. C'est-à-dire, quelle quantité faut-il acheter en termes d'aliments de type A et ou de type B, de telle façon à nourrir correctement la volaille, mais évidemment à ce que le coût d'achat ou d'approvisionnement de la nourriture soit minimal. Donc nous sommes dans le cas d'un problème de minimisation. Donc de la même manière que pour le cas de maximisation, donc il va falloir d'abord modéliser, donc déterminer les variables de décision, déterminer l'objectif et déterminer évidemment les contraintes. Alors on va noter grand A le nombre de kilogrammes de type A achetés et B le nombre de kilogrammes de type B achetés. Donc ce sera nos deux variables de décision. Ce sont ce que j'ai appelé au début les inconnus du problème. Donc le problème de Dendino peut se formuler ainsi. D'abord l'objectif. L'objectif évidemment c'est de minimiser le coût d'achat. Donc on a le coût unitaire, puisqu'on va acheter A kg et B kg, on va multiplier tout simplement par les coûts unitaires et additionner. Et donc nous avons un problème de minimisation d'une fonction qu'on notera toujours grand Z égale 2 fois A plus 3 fois B, puisque 2 c'est par kilogramme et 3 c'est par kilogramme, ou bien la notation classique min type d'optimisation Z égale 2A plus 3B. Pour les contraintes, les contraintes, on va traduire quoi? On va traduire le fait suivant. La quantité de chaque ingrédient en termes de protéines, vitamines ou fer doit au moins être égale aux besoins mensuels de la volaille, que ce soit en termes de protéines, que ce soit en termes de vitamines ou de fer, mais toujours en utilisant les données qu'on a résumées dans le tableau précédent. Donc, la première contrainte, c'est sur les protéines. On achète A kg, sachant qu'on a 5 unités par kilo, donc ça fait 5A. On achète B kg, sachant qu'il y a 10 unités par kilo, donc on aura au total 10B. Donc en termes d'unités de protéines, on aura au total 5A plus 10B, et cette quantité doit au moins être égale à 90. Au moins, ça veut dire supérieur ou égal. Pour la vitamine, la même chose. 4 fois la quantité de kilo plus 3 fois la quantité de kilogrammes de type B, qui doit, être au moins égal à 48. La même chose, nous avons une demi-unité de fer, on va la multiplier par A. Rappelez-vous que dans le type d'aliment B, il n'y a pas de fer, donc 0, et 1 demi-A doit être supérieur ou égal à 1,5, 3 demi. A et B, c'est des quantités, donc c'est des quantités qui sont positives. Voilà les contraintes de notre problème. Donc, en résumant, on a bien affaire à un modèle linéaire ou un programme linéaire qui est de type minimisation. Donc on doit minimiser une fonction économique linéaire de deux variables, toujours sous un ensemble de contraintes, mais remarquez avec moi que là nous avons des inégalités de type supérieur ou égal, alors que dans le cas de maximisation, nous n'avions trouvé que des contraintes de type inférieur ou égal. Alors pour la résolution, ça sera toujours une résolution graphique, c'est-à-dire on va d'abord déterminer ce qu'on appelle la région des solutions admissibles en résolvant ce système d'inéquations, et une fois qu'on a obtenu cette région, on va déterminer le point ou le sommet du domaine qui réalise la plus petite valeur de Z. Donc pour résoudre ce système, on a dit qu'il faut transformer tout en droite, on va tracer les droites et on va dégager les demi-plans solutions en faisant attention que là c'est supérieur ou égal. Donc puisque c'est supérieur ou égal, ça veut dire que les demi-plans qui seront les demi-plans solutions, ça ne sera pas les demi-plans qui contiennent l'origine, parce que si vous remplacez A et B par 0, qui sont les coordonnées de l'origine, vous aurez toujours 0 supérieur ou égal à 90, ce qui n'est pas vrai. 0 supérieur ou égal à 48, ça n'a pas de sens, et 0 supérieur ou égal à 3,5, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'on va choisir toujours la partie qui ne contient pas l'origine, donc ce sera la partie qui sera au-dessus des droites. Donc je vais tracer la droite 5A plus DB égale 90, 4A plus 3B égale 48 et 1 demi A égale 3 demi. Donc on obtient la représentation suivante.
Donc, voilà. Donc, la droite que vous voyez ici, ça correspond à la contrainte faire 1/2 A supérieur ou égal à 3/2, c'est-à-dire A supérieur ou égal à 3. Donc, 3, c'est à peu près ici. Donc, c'est une droite qui est verticale. Et vous voyez, normalement, on doit prendre toute la partie qui est à droite supérieure. Alors, pour la première, là, vous avez une autre droite qui correspond à la première contrainte. Donc, elle passe par le point. Donc, là, on peut voir facilement. Donc, si je mets, par exemple, B égale à 0, donc j'aurai 90 divisé par 5, ça fait 18. Et si je mets A égale à 0, j'aurai B égale à 9. Donc, c'est bien ça. Voilà, vous avez ici l'axe B, donc 9, et là, vous avez 18. La deuxième contrainte, elle passe par le point 12, 0, c'est la deuxième contrainte, et évidemment par le point 0,6. Et vous voyez, à chaque fois, je dois, par exemple, pour la partie, la contrainte en bleu, je dois partir toute la partie qui est au-dessus. Et la même chose pour la partie qui est, plutôt la droite qui est en rouge, je dois prendre toujours la partie qui est au-dessus de la droite, qui ne contient pas l'origine. Donc, en faisant l'intersection des trois domaines, il vous reste évidemment cette zone-là que j'ai assurée tout simplement de la partie inférieure. Donc, toutes ces parties-là, c'est ce qu'on appelle le domaine des solutions admissibles. Donc, il s'agit toujours d'un polygone, sauf que c'est un polygone qui est ouvert. Et vous voyez, qui en fait va vers l'infini. Mais c'est un polygone qui est aussi délimité par des sommets. Vous avez ici le sommet E, le sommet F et le sommet G. Et donc, pour déterminer l'optimum, comme il a été annoncé au niveau du théorème 3, la solution optimale est forcément sur l'un des sommets, soit E, soit F, soit G. Donc, il suffit de déterminer les coordonnées sur ces 3 points et de substituer dans la fonction économique Q, la fonction Z, et de voir quel est parmi ces points-là le point qui réalise la plus petite valeur. Ça sera le point optimal. Donc, le polygone convexe non borné, donc on a dit qu'il est ouvert des solutions réalisables, possède 3 points extrêmes qui sont E, F et G. Donc, le point E, il est de coordonnées 3, 12. Donc, il permet d'avoir une valeur qui est égale à 42 pour la fonction Z. Le point F, 8,4, 4,8, on a 31,20. Donc là, c'est des coûts, c'est des dirhams. Et le point G, 18,0, 36. Donc vous voyez bien que la plus petite valeur est obtenue au point F, puisqu'il s'agit de 31,20 qui est la plus petite valeur parmi les trois. Donc on dit que l'optimum est atteint ou obtenu au point F de coordonnées 8,4 et 4,8 et que le coût associé, c'est le coût minimal de 31,20 dirhams. Donc la solution optimale, la société d'Indino doit commander le plan optimal d'approvisionnement optimal suivant. Donc elle doit acheter 8,4 kg de type d'aliment A et 4,8 kg de type d'aliment B pour un coût total minimal de 31,20 dirhams. C'est donc la solution optimale de ce cas simple, un cas de minimisation. Voilà donc à travers ces deux cas très simples, on a traité le cas de maximisation et le cas de minimisation et on a donc détaillé la démarche de résolution qui est basée sur une technique géométrique très simple qui fait appel à des notions basiques, je dirais, de résolution de systèmes d'inéquations linéaires. Donc, il nous reste maintenant à, je dirais, passer au cas, j'allais dire sérieux, c'est-à-dire le cas à plusieurs variables qui correspond au cas réel, au cas concret. On n'a pas deux variables. Dans la réalité, on a n variables et on a aussi plusieurs contraintes. Et donc, comment résoudre les programmes linéaires à plusieurs variables et à plusieurs contraintes? Ça sera donc l'objet du chapitre suivant qui sera traité dans une nouvelle séquence prochainement. D'ici là, je vous souhaite bonne continuation et bon courage.